Bonjour et bienvenue dans Startup Début. Alors Startup Début, c'est une émission qu'on a imaginée avec l'équipe de Seio et qui répond à deux sujets qui sont extrêmement importants pour nous, qui vont vraiment bouleverser l'année 2024. Le premier élément, c'est que pour la troisième année consécutive, on a plus d'1 million de créations de nouvelles entreprises en France. Alors c'est un chiffre qui n'est pas anodin, c'est un chiffre qui est extrêmement encourageant, parce que chez Seio, on croit très très fort à l'émancipation par l'entrepreneuriat. Enfin, c'est vraiment une mission profonde chez nous. Mais d'un autre côté, c'est aussi une responsabilité parce que quand on sait que 80% de ces projets vont se casser la tronche dans les 5 premières années, ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de boulot et beaucoup d'enseignements à apporter aux gens qui entreprennent aujourd'hui. Alors, c'est la raison pour laquelle on a décidé de monter cette émission. C'est d'un côté parce qu'on a beaucoup de valeur à apporter sur ces sujets, parce qu'on n'accompagne que des boîtes qui se sont récemment lancées, donc elles ont des vécus et au travers de ces vécus, on a beaucoup d'enseignements à tirer. Donc c'est la raison pour laquelle on va faire cette première émission aujourd'hui, donc Startup Début numéro 1. Et pour la numéro 1, on a l'immense bonheur d'accueillir Vincent. Salut Julien. Vincent qui est le fondateur de Fertilène. C'est quand même pas anodin, Fertilène. Et du coup, le thème aujourd'hui, c'est ma première prévente a fait 1500% de l'objectif. Donc vous l'aurez compris, on va faire des ma première, c'est le but de Startup Début systématiquement. Premier produit, premier lancement, premier prévente, premier échec. Et aujourd'hui, Vincent, qui a quand même réussi une première prévente phénoménale quand même, va nous expliquer un petit peu dans les grandes lignes comment est-ce qu'il a fait. Écoute, je vais te laisser te présenter, je vais arrêter un peu de parler. Donc explique-nous qui tu es et ce que fait Fertilène. Ok, je m'appelle Vincent Fabrice, je suis le cofondateur de Fertilène, comme tu l'as dit. Donc Fertilène, c'est le premier engrais 100% laine de mouton en France. Donc c'est pas forcément évident de dire engrais et laine, mais on est bien les premiers à avoir créé ça. Donc on est une famille d'éleveurs et on s'est rendu compte que la laine était un déchet tout simplement. Il faut savoir que 95% de la laine française est aujourd'hui jetée. Donc avant le Covid, elle était exportée majoritairement à 80% en Chine. Et nous, on s'est rendu compte que c'était un très bon fertilisant naturel. Donc c'est 10% d'azote naturellement et surtout une rétention d'eau de l'ordre de 300%. Donc pour expliquer ça aux gens, on s'est dit que la meilleure façon de faire, c'était de leur mettre le produit dans les mains et qu'ils essayent. Donc c'est pour ça qu'on a développé ensemble et construit toute une stratégie pour lancer les précommandes sur Mimosa et qui ont très bien fonctionné parce qu'on a atteint quasiment 1500% de l'objectif initial. Alors, Mimosa, c'est la plateforme sur laquelle vous avez lancé la prévente. Exactement. Ok. Donc en fait, vous démarrez avec un produit, en gros. Alors on va pas trop cacher le truc. On a pas mal bossé ensemble sur ce sujet-là. Puisque Fertilène fait partie des structures que Seio a eu la chance d'accompagner sur ces 2 dernières années. Donc on part d'un produit, on part d'une innovation de produit, on parle d'un constat, c'est ton père. C'est ça, au départ, exactement. C'est ça. Tu peux nous expliquer un petit peu? Ouais, alors mon père était très curieux, il avait de la laine sur les bras et c'était au moment où on est passé en bio aussi sur la ferme. Donc voilà, on est une famille d'éleveurs, ça fait la 4e génération. Et ce sera certainement mon petit frère qui va reprendre l'exploitation. Donc on est dans l'Aveyron, dans le sud-ouest. Et donc, c'est une histoire de famille. Le premier constat, ça a été en 2018. Donc, on a pris de la laine, on a fait un essai avec 2 pots de fleurs, avec de la laine et un sans laine. Et au bout de 3-4 mois, on a clairement vu que le pot qui avait 20-25 grammes de laine, la fleur était 3 fois plus développée que l'autre, avec les mêmes conditions d'arrosage, d'exposition, la même terre, etc. À partir de là, on s'est dit, on va faire analyser la laine pour voir de quoi elle est constituée. Donc là, on a envoyé de la laine brute en laboratoire, donc de la laine qui est ni traitée ni lavée. Donc on évite justement l'utilisation d'eau ou de détergent pour le lavage. Et donc là, on s'est rendu compte que c'était 10% d'azote naturellement. En fait, sans rentrer dans les détails, l'azote, c'est ce qui permet aux plantes de se développer. Ça contient aussi 8% de potassium. Et c'est ce qui permet aux plantes, donc par exemple pour les fruits, d'avoir des tomates plus grosses, plus belles, etc. Et autre atout qui est vraiment indéniable en ce moment, c'est la rétention d'eau. On parle de plus en plus de sécheresse l'été. C'est des épisodes qui sont plus intenses et plus récurrents. Donc nous, notre engrais qui vient se mélanger dans la terre permet de retenir jusqu'à 3 fois son propre poids en eau et après de le libérer à la plante. Donc ça, c'est le constat. Et après, de passer de l'idée à la réalisation de l'idée, c'est autre chose. Donc voilà, c'est pour ça qu'on s'est dit, on va faire des précommandes pour expliquer aux gens notre projet, notre démarche qui est authentique et c'est ce qui a plu, je crois, pendant les précommandes. Alors c'est ça le contexte de la prévente en fait. Le contexte de la prévente, c'est de se dire, parce que c'est un contexte qui va être transposable, je pense, pour plein de gens, surtout en production.
Je pense que c'est un sujet, nous, qu'on voit surtout sur des dimensions industrielles. C'est-à-dire, j'ai une idée de produit et en fait, valider ma traction, valider l'intérêt de mon produit, c'est super avec une prévente en gros. C'est ça. Donc, le contexte, il est là. Au départ, c'est se dire, bon, voilà, a priori, on a une super innovation produit. On a découvert un truc assez sans sas. Donc, on veut pouvoir le mettre sur le marché. Mais la question, c'est pas juste la bonne innovation produit, parce qu'on sait qu'une bonne innovation produit, ça suffit pas à faire un marché. Exactement. Donc, la question derrière, c'est est-ce qu'en fonction de ce qu'on est capable de faire de ce produit-là, ça va intéresser les gens? Est-ce qu'on est capable de l'adresser avec un bon prix, un bon marketing, etc., pour faire en sorte de pouvoir le toucher? Donc, en gros, si je résume bien, le contexte de la prévente, c'est on a l'idée, on a l'innovation, on trouve ça cool. On pense grosso modo, je me rappelle à l'époque, on avait émis des hypothèses de stratégie et on a testé ces hypothèses de stratégie. Et la finalité de la prévente, qui est plus une étape qu'une finalité en vrai, c'est de dire bon voilà, on va mettre ce produit à disposition du grand public et on va voir si le grand public adhère ou pas. C'est ça, exactement. En gros, on avait travaillé ensemble et je me rappelle qu'on avait défini certaines cibles de personnes qui pourraient être intéressées par notre produit. Et l'objectif de ces préventes, c'était d'être encore plus persuadée et certaine de qui sont réellement nos clients. Donc c'était une première étape, comme tu l'as dit. Mais maintenant, on a vraiment des certitudes sur qui nous achète, à quel prix ils veulent l'acheter, où est-ce qu'ils veulent nous retrouver, pourquoi ils nous achètent. Donc voilà. Les préventes, la chance qu'on a eue, c'est qu'on ne s'est pas adressé que localement. Donc forcément, c'est un peu biaisé. Je pense qu'on en discutera après. Il y a forcément un petit peu d'entourage qui participe au début pour lancer le projet. Bien sûr. Ça, c'est une chose. L'avantage qu'on a eu, c'est qu'après, ça a été relayé au niveau national. On y reviendra après, je pense, mais voilà, on a fait partir des commandes même à l'étranger, en Suisse, à Londres, etc. Donc, on a vraiment eu de l'attraction grâce aux précommandes. Donc, en fait, pour terminer sur cette idée de contexte, le sujet, c'est de dire que, le sujet, c'est de dire qu'en gros, une prévente, c'est utile pour plusieurs sujets. Si je résume bien ce que tu dis, c'est premièrement, ça va permettre de mieux valider les hypothèses qu'on a sur les types de ciblage, c'est-à-dire, on a imaginé que la population cible, ce serait tel type de personne, qu'elle achèterait de telle manière, à tel endroit, etc. Donc, valider les hypothèses. Deux, se rassurer aussi, je pense. Faut se le dire quand même, c'est que... Complètement, oui. Voilà, c'est se rassurer sur l'attraction. Bon, je pense qu'avec 1500%, c'est bon. Tu aurais fait 120, ça aurait été un peu plus compliqué. À 1500, je pense que c'est tranquille. Mais voilà, c'est... valider la cible, valider l'attraction, valider la manière de communiquer aussi, parce que voilà, il y avait quand même toute la conception d'une manière de communiquer aussi sur ce sujet. Il y avait une forme de clé marketing, voilà, il y avait quelques punchlines, etc. Donc c'était aussi de tester par un peu d'A/B testing. Et d'ailleurs, c'est un peu la question, est-ce que, parce que c'est pas loin, mais un petit peu quand même, comment est-ce que vous l'avez goupillé? Vous avez communiqué de plusieurs manières différentes ou d'une seule manière? Parce que ça avait déjà mordu un peu en avant, parce que je sais que tu avais bossé un peu sur des compris Facebook pour faire en sorte de voir comment ça marchait. Et d'ailleurs, on va en parler après dans les étapes, mais c'était même le -1, en fait, quelque part, travailler un peu ces groupes-là. Mais du coup, est-ce qu'il y a eu des tests différents ou est-ce que tu as fait quelques tests en amont, puis quand tu étais sûr de ta baseline, tes punchlines, etc., tu y allais directement? Alors, on avait construit une stratégie de nos communications, justement, sur Meta, et après, d'aller solliciter aussi des médias locaux, on va dire. La chance qu'on a eue, c'est que quand les gens participaient aux précommandes, de suite sur la plateforme, il y avait un bouton pour relayer sur les réseaux sociaux. Donc en fait, on a été doublé, entre guillemets, par la communauté des gens qui participaient. Et en fait, le plan de communication qu'on avait prévu pour la deuxième semaine, on l'a enclenché de suite parce qu'on s'est dit il faut surfer sur le... C'est des appels à l'action, en fait. C'est ça. En fait, dans le process de précommande, quand tu voulais participer et nous soutenir, il y avait la possibilité, une fois que tu avais payé et fait ton don, ta participation, d'appuyer sur le call to action et dire j'ai participé, vous aussi venez soutenir Fertilène et le projet Innova. Et en fait, dès le début, les gens soutenaient. Donc ça a fait un effet boule de neige et au final, on s'est fait doubler, mais agréablement. Ok. Ouais, donc ça veut dire quelque part que y a une recherche d'audience, un petit peu d'un début de notoriété, derrière générer de l'engagement. Enfin, on reste sur des mécaniques d'entonnoir, voilà, qui sont quand même fondamentales. Parce que ça nous arrive de discuter avec des gens sur les préventes qui nous disent bon ben voilà, je fais et puis je me mets en ligne et puis on va voir. En réalité, on continue à travailler quand même dans des funnels, on continue quand même à travailler dans des entonnoirs, dans des systèmes qui partent d'une dimension de notoriété, puis on va avoir de l'engagement, puis on va pousser les gens à l'action. Mais en fait, le système d'action, il est en continu. C'est pas juste je fais une contribution, c'est je fais une contribution, je partage, parce qu'en le partageant au plus grand nombre, comme derrière, il y a quand même
quand même une belle mission. Et c'est quand même fondamental parce que ça veut dire que dans la communication, on a su à la fois, enfin, ton frère et toi, vous avez su à la fois conjuguer une innovation de produit qui apporte de vrais bénéfices d'usage, hein, 3 fois son pour un eau, l'azote, etc. Donc il y a un vrai changement via le produit, mais aussi un vrai bénéfice d'image. C'est-à-dire que bon, voilà, c'est un élevage familial, c'est un travail local. On est sur une matière qui part en gros pour être brûlée, quoi. En fait, c'est gaspillé aujourd'hui. Nos 3 raisons d'être, c'est premièrement dire stop au gâchis. Parce que clairement, la laine aujourd'hui, c'est une matière noble. Et se dire que plus de 95% de la laine qui est jetée, et voilà, c'est clairement du gâchis. Donc ça, c'est le premier pilier. On se dit, on veut valoriser cette matière. Donc pour ça, valoriser un déchet, c'est vraiment un déchet pour le coup. Qu'est-ce qu'on peut en faire? C'est pour ça on la transforme. Et, le seul traitement qu'on fait, il est mécanique. Donc la laine, on la prend brute, elle est broyée et puis après on la conditionne en granulés. Et c'est pour que ça soit plus facile à mettre dans vos pots ou au jardin. Le deuxième pilier, c'est l'engagement local et avec l'agriculture française. Étant donné qu'on est nous-mêmes une famille d'éleveurs, on s'est dit, on va créer de la valeur, c'est normal de la redistribuer aux éleveurs. Alors aujourd'hui, on est au cœur dans le dur de cette actualité. Et bon, clairement, tous les blocages nationaux qu'on voit, c'est parce que les éleveurs, ils en ont ras-le-bol de travailler, faire un travail acharné, de ne pas être rémunérés. Alors, pour les grandes lignes, tondre une brebis, donc on le fait 1 fois par an, et c'est pour le bien-être animal. Hein, donc, c'est pas simplement pour récupérer la laine, parce que la laine, ça vaut rien. Oui, on a besoin. Voilà, c'est pour le bien-être animal, pour éviter la chaleur l'été ou l'installation de parasites. Et pour tous les détracteurs ou les végans qui nous écouteront peut-être, c'est pas pour le plaisir qu'on fait ça aux bêtes. Et clairement, ça leur fait vraiment pas mal. Donc ça coûte 1,50 € par an par brebis. Vous multipliez par le nombre de brebis, ça chiffre très vite. Et la rémunération, c'est 0. Pour un éleveur, la laine aujourd'hui, ça ne vaut rien. Parce que les négociants qui passaient avant dans les fermes, pour eux, c'est plus intéressant de venir récupérer la laine, étant donné que les exports pour la Chine sont complètement stoppés. Donc nous, on s'est dit, on va la collecter. Donc c'est ultra local, c'est avec les voisins éleveurs et rien que sur la commune sur laquelle on est implanté, la ferme familiale. Et nous, on s'engage à la rémunérer à 20 centimes du kilo. Alors, on ne va pas payer la tonte, mais par contre, on va couvrir une petite partie des frais de tonte. Et l'engagement demain, c'est d'aller encore plus loin et de la payer de mieux en mieux. Il y a une marque qui fait sens, c'est Qui le patron. Donc c'est une marque qui est légèrement plus chère que la concurrence. C'est notamment sur les briques de lait et ils sont leaders maintenant sur le marché du lait en France. Donc c'est clairement ce sur quoi on s'inspire et on s'appuie pour développer Fertiel. Ce que tu veux dire, c'est que c'est au-delà de ça, c'est que dans le storytelling derrière ça, il y a un vrai travail de chaîne de valeur. En gros, ce que tu veux dire quelque part dans cette communication-là, c'est que vous n'avez rien laissé au hasard. En gros, c'est que, alors, il y a de la chance. Tu as dit 2 fois chance depuis le début. Moi, je pense que la chance, elle est quand même assez contrôlée dans ce qui s'est passé. Et je pense que vous avez, on en a quand même pas mal parlé. Est-ce que sur quoi vous avez travaillé, franchement, il y a la chance pour 5%, quoi. Voilà, vous avez vraiment bossé beaucoup de choses pour faire en sorte que la chance représente le moins possible dans l'équation. Parce qu'en fait, plus la chance représente une part importante dans l'équation, plus tu prends le risque que ça se casse la figure, quoi. Donc, à la fois en maîtrisant la chaîne de valeur, en valorisant la chaîne de valeur et en maîtrisant la chaîne de valeur, avec un storytelling qui est fort, qui est basé sur du bénéfice d'usage et du bénéfice d'image, et couplé, on va dire, à de vraies mécaniques marketing, le funnel, voilà, la notoriété, plus l'engagement, plus l'appel à l'action, des appels à l'action sur des appels à l'action, etc. En gros, voilà. On avait quand même, mais bon, on en avait déjà eu parlé, clairement, tout ce qu'il fallait pour que ça se goupille bien, quoi. C'est ça. Ok. Est-ce que tu peux, du coup, pour celles et ceux qui voudraient demain lancer une prévente, nous indiquer un petit peu quelles étaient les étapes? Et pas juste les étapes de la prévente, même les étapes en amont qui ont notamment caractérisé les décisions que tu as pu prendre après sur la prévente. La première chose, c'est déjà essayer de sonder un petit peu des gens qui sont déjà passés par là. Alors moi, je sais que j'ai été justement voir des personnes qui, localement, avaient déjà fait des précommandes sur cette plateforme Mimosa, mais aussi sur d'autres plateformes, pour savoir comment ils avaient fait. Alors, il y avait des personnes qui avaient explosé les compteurs, qui avaient fait 3000% de l'objectif, et d'autres qui étaient un petit peu moins satisfaits de leur précommande, parce qu'à mon avis, ils n'étaient peut-être pas suffisamment investis, ou ils avaient justement
pas assez préparé leur précommande. Ils ne se rendaient peut-être pas compte de la charge de travail aussi, quoi. Ouais, ou peut-être ils l'ont fait comme ça, rapido, et ils pensaient que ça allait contribuer tout seul. Mais et justement, donc je me suis un peu appuyé sur tous ces avis-là et essayé de construire une stratégie en me disant, OK, qu'est-ce qui marche pas? Et à partir de là, on a commencé à créer du contenu avec nos compétences limitées, parce qu'au début, on fait quick and dirty, on va dire. Les gens, ils aiment en fait l'authenticité. Je me rappelle, c'est moi qui ai fait le montage de la vidéo qu'il y a sur Mimosa et qu'on retrouve sur YouTube. Et j'ai eu plein de retours hyper positifs parce que ils aimaient le côté authentique. En fait, on ne triche pas. Le produit, il est naturel, il est simple. Il ne faut pas que ça soit fait par une boîte, une agence de com, avec un truc du motion design qui claque. En fait, il y a un décalage qui fonctionne. Oui, l'image et l'usage seraient décorrélés en réalité, quoi. C'est ça. En fait, pour revenir aux différentes étapes, le premier, je pense que c'est sonder un petit peu ce qui marche, ce qui ne marche pas. Définir des produits, donc les contributions. Aujourd'hui, c'est simple. Quand on fait des précommandes, il faut mettre un certain niveau de contribution. Et en échange, les gens, ils veulent recevoir soit un produit, s'il y a un produit physique à proposer, ou sinon un service, en donnant des délais qui sont fiables. Alors, forcément, on est au début de l'activité, donc il y a forcément des avis. Après, les gens, ils ont une petite marge de pardon, on va dire, si tu dis 3 semaines plus tard, quoi. Ouais. Donc voilà, on s'entoure, on essaie de choper des avis, on crée les différents paliers de contribution, et après, on essaie de rassembler au maximum de données sur l'entourage et les différentes manières de les adresser. Donc, En réalité, c'est marrant parce que quand tu apprends des fondamentaux du marketing stratégique, généralement, surtout sur le lancement d'un produit, parce que là, typiquement, sur un lancement de produit, on aime bien considérer, alors c'est un terme qui est un peu old school, mais moi que j'aime bien, c'est le marché test. En fait, quand on crée des mécaniques de lancement de produits, en market, on aime bien construire des marchés tests. Et souvent, on fait ce qu'on appelle des marchés tests simulés, c'est-à-dire on fait un petit peu semblant et on voit comment peuvent potentiellement réagir les gens. Mais c'est toute la différence entre est-ce que tu l'achèterais et les gens te disent oui, et tu te dis ah ok cool, ça va marcher, ce qui n'est pas une preuve d'attraction, ou alors est-ce que tu vas l'acheter pour de vrai, et si les gens te disent oui, là c'est une preuve d'attraction. Donc c'est toute la différence entre le marché test simulé et le marché test. En fait, ce qu'il faut avoir en tête dans ce type de mécanique, c'est que c'est un vrai marché test. Et il faut y mettre dedans un petit peu de budget, c'est quand même la réalité, il y a quand même un peu de budget, il y a un peu de budget de stratégie, il y a quand même un peu de budget sur méta, alors, budget ou ressources temps, des fois c'est l'un ou l'autre en fonction de ce que tu peux faire. C'est ce que tu produis, c'est en termes de contenu, je veux dire, c'est la production, la préparation de la production elle-même, etc. Donc voilà, il y a quand même pas mal de travail à investir. Je pense qu'il faut vraiment le faire comme un lancement. C'est-à-dire, la charge de travail est conséquente, je l'ai en tête, c'est comme ça, c'est tout. D'ailleurs, j'établis une roadmap avec des moments paliers. Voilà, comme tu l'as dit, je sonde en amont, je vais voir sur des groupes comment les gens communiquent. Ce qu'ils ont dit, je vais commencer à sonder à droite à gauche, je fais des premiers essais avant d'aller faire ma prévente, je vois ce que ça donne sur le produit, etc. Je travaille le prix, je demande aux gens, voilà, tu l'achèterais pas à tel prix, etc. Et petit à petit, en fait, tu mets toutes tes briques classiques market, un prix, produit, communication, distribution, ta chaîne de valeur, etc. Et tu fais comme si, en fait, tu lançais ton produit sur le marché. Et j'ai vraiment l'impression que ceux qui, et tu l'as un peu dit tout à l'heure, ceux qui ont planté leur prévente, c'est des gens qui n'avaient peut-être pas pris la mesure du fait que c'était un vrai marché test, en fait. Ouais, c'est ça. Et que c'était pas juste on le fait et puis on voit. Alors que le problème derrière, c'est que si ton marché test réussit comme c'est le cas pour toi, bah les portes s'ouvrent, c'est plus facile. C'est plus facile maintenant d'aller voir de l'unité de production, d'aller voir la banque, d'aller voir un fonds ou peu importe les moyens dont tu vas avoir besoin, en disant voilà, j'ai fait 1500% de mon objectif, on a drainé une communauté. Et puis il y a ce qu'il y a derrière, dont là on parle pas pour l'instant, mais il y a la data, quoi. Il y a la data, il y a l'audience, il y a quand même beaucoup de choses. Donc maintenant, tu as une audience cible. Donc quand tu vas vouloir faire du marketing, notamment en ligne, tu vas pouvoir faire du retargeting, puisque tu as déjà une audience. Tu vas pouvoir te baser sur cette audience-là pour aller voir les plateformes Meta et compagnie, leur dire bon voilà, j'ai déjà une audience, branche-toi dessus et multiplie-moi là par la population française. Donc, voilà, tous ces éléments-là font que clairement, les gens qui... Alors, il y a peut-être les mauvais produits aussi. Alors, c'est un bon levier pour tester un bon ou un mauvais produit. Déjà. Clairement, si les précommandes ne fonctionnent pas, ça ne veut pas dire que le produit n'est pas bon, mais peut-être qu'il faut le retravailler. Soit c'est l'approche. Un exemple, si on avait fait les précommandes au mois de août ou septembre, je pense que ça n'aurait pas fonctionné. Pourquoi ? Parce qu'on ne s'adresse pas aux bonnes personnes au bon moment. Clairement, c'est très saisonnier. Donc nous, l'engrais,
C'est au printemps qu'on le vend. Donc c'est au mois de février-mars, on va dire. On commence à être dans les rayons jusqu'au mois de juin. Et après, juillet-août, les gens sont en vacances. Ça veut dire qu'il fallait faire preuve de patience, ça veut dire que voilà, il fallait vraiment faire un rétro-planning complet, pas mettre la charrue avant les bœufs, et puis en se disant, bon, on le fait, puis on verra. En fait, on le fait et on verra, c'est déjà une preuve d'échec quelque part. Non, en fait, on était prêts. La production, nous, on était quasiment lancé quand on a lancé les précommandes, enfin, le lien, qu'on a commencé à partager les précommandes. La production était quasiment faite. On avait mis des objectifs à atteindre. Clairement, on n'était pas prêt pour 1500%. On était évidemment super content, mais en fait, voilà. On avait. Faut livrer. Faut livrer, mais c'est un super défi. Donc voilà, c'est un bon problème d'avoir beaucoup de commandes. Ouais, je suis d'accord. C'est plutôt un bon problème. Du coup, pour celles et ceux qui voudraient faire une prévente demain, tu dois lister les 2-3 clés de réussite, les 2-3 facteurs clés de succès dans ce qu'on a dit. Être authentique, je l'ai dit tout à l'heure. Les gens, ils veulent pas avoir du blabla et... Il y a trop de market en fait. Non, c'est pas ça. Franchement, moi ça me choque pas, on peut le dire. Parfois, il y a trop de market. Parfois, il y a trop de market sur des produits qui ne méritent pas qu'on market. Ou alors, c'est enrobé par du market. Voilà. Non, c'est pas ça, c'est du bullshit. Des fois, on voit des trucs monumentaux et en fait, à l'intérieur, c'est une coquille vide. Nous, on n'allait pas dire qu'on était les leaders français sur l'engrais organique. C'est pas le cas. Mais c'est une ambition. Si on se lance, on y va petit à petit. On travaille en local avec des distributeurs locaux et on va avoir un site en ligne qui va marcher de mieux en mieux, etc. Mais donc ça, c'est la première chose, être authentique. La vidéo, en fait, je pense que c'est un format aujourd'hui qui fonctionne très bien et justement, en discutant avec des personnes qui sont déjà passées par des précommandes et qui ont très bien fonctionné, ils m'ont dit c'est incontournable aujourd'hui, c'est le format qui marche le mieux. Pour ça que j'ai fait ma vidéo. Et... c'est 80% du contenu consommé sur mobile, c'est de la vidéo. C'est ça. Donc ça, c'est un truc qui a très bien fonctionné. Et après, c'est toute la préparation en amont dont on a parlé. C'est ne pas y aller les mains dans les poches. Sinon, c'est sûr, on va se casser la figure. Ok, donc une bonne roadmap, une bonne stratégie, bien travaillée. On verrouille tout ce qu'on peut verrouiller. Il y aura toujours une part de chance, on est d'accord, mais tu verrouilles tout ce que tu peux. Tu crées du contenu qui est adapté à l'utilisation actuelle quand on fait l'audience. Et le dernier, c'est le marketing. En gros, le market sert à rien s'il n'y a pas un bon produit derrière. Sinon ça fait pchit, quoi. C'est ça. Ok. Ça. Non, mais ça, on est ok là-dessus. Une dernière question. Pour toi, si tu devais faire, maintenant que ça a marché, si tu devais faire 2-3 recommandations à celles et ceux qui voudraient faire une prévente, parce que une première prévente aussi réussie, on l'a quand même dit, il y a quand même beaucoup d'éléments positifs derrière, mais est-ce que tu as des recommandations particulières sur les trucs sur lesquels toi, tu dis je l'aurais pas fait comme ça, ou je l'aurais fait autrement, j'aurais anticipé ça, là je me suis planté, là. Voilà, est-ce que tu as des recos particulières? Des recos particulières, déjà essayer d'estimer le nombre de personnes qu'on peut toucher dans le premier cercle, on va dire. Une précommande, c'est en général trois cercles. Donc le premier cercle, c'est l'entourage, donc famille, amis, etc. C'est les amis des amis, c'est ça? Ouais, après, en gros, le premier cercle, c'est essayer de lister un petit peu les gens qu'on peut adresser sur le premier cercle. Et si, admettons, on fait un pourcentage, on dit il y a 20%, et 10% des personnes qui participent, combien ça fait? Donc c'est essayer de choper tous les mails, c'est très pratico-pratique, mais choper les mails, les numéros et les textos, on envoie à droite à gauche. Préparer toutes les pages Facebook, Meta, LinkedIn, si on veut construire et que les gens aillent s'abonner après sur nos réseaux sociaux. Donc, définir ça, le premier cercle. En fonction de ça, on pourra adresser le deuxième cercle. Et c'est justement ce qui s'est passé avec la plateforme. Et donc, on a adressé directement le deuxième cercle dès le début, en fait. Et ensuite, il y a le troisième cercle, c'est grâce aux médias. Donc, quand on a vu que ça a fonctionné très bien, on a pris contact avec les médias locaux et on leur a expliqué, regardez, on est en train de battre un record sur la plateforme. Mais ça, c'est peut-être l'étape dont on n'a pas parlé, en fait. C'est que quand tu vois que ça cartonne, pas juste t'arrêter à te dire c'est bon, ça cartonne, quoi. Non. Parce qu'en fait, une fois que vous avez vu que vraiment ça marchait bien, que le premier cercle a tout de suite été dépassé par le deuxième et que très vite il y avait le troisième, en gros les gens que tu connais pas du tout, quoi. C'est ça. Et que la mayonnaise a pris, plutôt que de te dire ok, c'est cool, on va faire 300-400 ou 500%, on est content, ça va réussir. C'est-à-dire bon, on va quand même mettre un coup d'accélérateur derrière parce que c'était quoi, une quarantaine de jours?
C'était un mois. Non, c'était Ouais, 20 mars, 20 avril. Voilà, donc tu vois, c'est sur 30 jours. Et si au bout de 10 jours, tu as déjà cartonné, pas te dire, ah, c'est bon, vacances, les gars. Mais dire, voilà, en fait, on voit jusqu'où on peut aller. Ouais, en fait, et l'objectif, c'est justement de se refixer les objectifs. Nous, on a atteint l'objectif en 6 heures. C'est-à-dire que la première journée, on avait déjà atteint l'objectif qu'on s'était fixé. Ouais. Donc, on s'est dit, ben, on va pas s'arrêter là. Clairement, tous les jours, quasiment tous les jours, on remettait l'objectif. Et quand à le moment a vraiment pris, tu commences vraiment à avoir des résultats, là, tu peux te tourner vers la presse spécialisée ou la presse locale en disant, regarde ce qu'on fait, ça peut t'intéresser. Et là, du coup, le relais devient national en réalité. Complètement. Et la chance qu'on a eue, c'est que, je reviens aux chances, mais les gens, ils sont bienveillants avec le projet. Pour le moment, on n'a jamais eu personne qui nous a dit, ouais, votre projet, j'y crois pas trop, c'est innovant, mais vous êtes sûr que ça marche? Mais non, en fait, quand on leur explique, on leur montre les photos avec et sans, c'est la meilleure preuve de produit. Ça fonctionne. Et ce qui est beau maintenant, c'est qu'on a même des clients qui nous envoient des photos qui ont fait le même test que nous, avec et sans laine, et ils voient la différence. Donc ça, c'est le meilleur des... il n'y a pas de meilleure preuve que ça, quoi. Ouais, et puis pour vous, c'est quand même vachement bien, quoi, que des gens... Là, on est clairement dans on est clairement dans l'UGC, quoi. C'est du contenu fait par les utilisateurs que vous-même, vous allez pouvoir déployer derrière. Et là, on peut rendre le sujet viral, quoi. Complètement. Donc, d'ailleurs, ça devient hyper positif. C'est ça. Donc là, on a fait... on a sollicité les médias locaux. Ils nous ont, on a fait les interviews qui ont été super bien reçues. Donc, ça permet de crédibiliser le projet en local, on va dire, de s'implanter. Et grâce à ça, on peut s'adresser aux médias nationaux. C'est-à-dire que les médias nationaux, donc on est passé sur Le Parisien, on a une double page dans Le Parisien Week-end. Donc c'est la rédaction du Parisien qui fait de la veille dans les médias locaux, voilà, en région. Ils nous ont sollicité directement, c'est pas nous qu'on les a sollicités. Ils sont venus vers nous et on a fait une interview. Et en fait, ça s'alimente tout seul. Dès qu'on a un article, il y a d'autres journalistes qui nous sollicitent. Et donc, on y va, on continue. Ça, vertueux, quoi. C'est ça. Bon, et la suite, maintenant, on en est où? On en est, donc là, on est au printemps 2024. On a une nouvelle offre avec 2 nouveaux produits. Donc, c'est des conditionnements plus gros, donc de 4 kg et 7 kg qu'on retrouvera en jardinerie. Donc, ça, c'est vraiment pour des gens qui ont des potagers. Donc, c'est plus en extérieur. Mais on garde toujours les 3 références. Donc, 250 grammes, 500 grammes et 1 kg, qui seront disponibles sur notre site internet, donc fertilen.com. Et qui sont aussi disponibles dans les jardineries d'ailleurs. Donc ça, c'est plus pour les plantes d'intérieur, on va dire les petits conditionnements. Et voilà, donc on est en train de faire une refonte du site qui va cartonner, j'espère, et tout un plan de com sur les réseaux sociaux, etc. Ok, donc disponible France entière par le site, et on a attaqué les jardineries là, c'est ça. 2024. Ouais. Bon, Fertilen partout, quoi. C'est ça. Ok. Voilà, c'est la fin de cette première émission Startup Début. Merci beaucoup, Vincent. Merci d'avoir participé. Merci d'avoir lancé la saison. C'est pas le plus facile quand même de lancer pour toi que pour nous, mais je suis super content qu'on ait pu démarrer avec toi parce que Fertilen, c'est alors à l'époque je disais un projet, on peut plus dire un projet maintenant, c'est une entreprise. Ouais, c'est l'activité. C'est une vraie entreprise. On croyait déjà tout de suite vraiment beaucoup dans le produit. Voilà, puis bon, on a eu la chance de pouvoir rencontrer ton frère, ton père. Donc voilà, c'était un écosystème très chouette, quoi. Et ça méritait vraiment qu'on puisse en discuter au-delà du chiffre, du très très joli chiffre qui avait été fait. Merci beaucoup pour tous les trucs, toutes les astuces, tout le vécu que tu as pu partager avec nous aujourd'hui. Et nous on se voit n'importe quand. Yes, c'est facile. Merci à toi, c'était un plaisir en tout cas. Avec plaisir. À bientôt, on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de Startup Début. À plus.